Salut les chroniqueurs! Vous savez, avant de commencer l'écriture de cet épisode, eh bien on avait toujours la même question en tête. Comment résumer un conflit aussi incroyable que la Seconde Guerre mondiale? On a longtemps cogité, puis nous sommes tombés sur la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, et tout s'est éclairci. Aujourd'hui on va voir un conflit qui a accompli l'exploit de réunir en un seul pays absolument tous les éléments qui ont composé la Seconde Guerre mondiale. Autant vous dire qu'on va avoir de quoi parler. Parce que pour vous, une révolution c'est dû à quoi? À un conflit opposant les valeureux défenseurs d'un bon régime face à des malades minoritaires prêts à tout pour s'emparer du pouvoir? Des méchants. C'est le peuple qui gueule, c'est tout. Ben, vous êtes bien loin du compte. Mais avant de commencer, c'est l'heure de la mise en contexte. En 1936, l'Espagne est fracturée entre deux principales forces politiques. République à peine fondée en 1931, après une dictature qui se finira après le rejet de la monarchie. Deux forces majeures ont cours dans le pays. D'un côté, la Frente Populaire. Il s'agit d'une union entre la partie de gauche, à savoir les socialistes, les communistes ou encore les anarchistes. De l'autre côté, le Front National. Non, c'est pas Marine Le Pen. Le CEDA, une union de la droite composée de partis conservateurs, fascistes et royalistes. Les deux forces politiques occupent chacun un tiers de l'électorat. Et le président Zamora, malgré une majorité relative du CEDA, décide de renommer un centriste nommé Leloup, en espérant pouvoir contenter tout le monde. Mais au lieu de ça, ça fait gueuler tout le monde jusqu'en 1936 où le Front Populaire obtient 34,1% des voix, soit 1% de plus que le Front National. La tension monte dans cette jeune république où les révoltes des ouvriers s'enchaînent, faisant apparaître Franco, dont le but est de mater les révoltes communistes et anarchistes. Assassinat politique et scandale selon le quotidien de cette république espagnole qui arrive à peine à garder le contrôle de sa population. En ce début d'année 1936, que pourrait-il se passer de mal? On se le demande. Et le premier pas vers la guerre civile va venir de la droite. Après la victoire du Frente Populaire, un complot dirigé par Emilio Mola. Mollard. Mais Franco, il est où? Alors lui, on l'a muté aux Canaries. Beaucoup plus simple de gérer un gars bien loin pour éviter qu'il ne prépare un coup d'état. Mais comme on a envoyé Mola dans une zone bien monarchiste, Pampelune, qui ressemble à Pamplemousse, Pampelune dans le nord, il peut tranquillou préparer son petit coup d'état. Et après encore quelques péripéties, il se lance. Il va réussir. Non. Il va se foirer lamentablement. Non. Le bordel. Oui! Le 17 et 18 juillet, les nationalistes commencent le coup d'état. Le but est de s'emparer très rapidement de tout le pays grâce aux garnisons de soldats postés dans les villes. Un coup d'état décentralisé quoi. Sauf que ça foire à moitié. En gros, c'est à peu près cette zone qui va être contrôlée dès ce jour par les nationalistes. Si le gouvernement avait salement maté la révolte, il n'y aurait pas eu de guerre civile, et si les nationalistes avaient complètement réussi leur coup d'état, non plus. Comme quoi, trouver des compromis, c'est pas forcément intéressant. Et là, vous allez vous dire, mais comment ils ont fait pour foirer leur coup d'état? Les mecs, ils ont l'armée avec eux, ils peuvent pas perdre. Oui, mais la population des villes, elle, est sacrément vénère. Ce sont les milices ouvrières qui vont contrer les assauts des nationalistes et les chasser des grandes villes. Madrid, Barcelone, Bilbao, Valence et une grande part de l'Espagne à l'est et au nord va passer sous le contrôle de la population, forçant ainsi le gouvernement à devoir armer la population pour repousser les nationalistes. C'est le début de la guerre civile espagnole. Des poches de résistance nationalistes et républicaines vont se former un peu partout. Le combat à l'intérieur des villes va surtout profiter aux républicains, puisque les nationalistes, eux, qui étaient repliés dans leurs casernes, étaient forcément en minorité face à la population, qui elle dirigeait la rue. Cependant, cette bataille qui était un foutoir sans nom pendant 2 mois absolument partout sur les territoires va petit à petit se transformer en un conflit ouvert. En gros, c'est une baston générale où les deux camps vont petit à petit se distinguer l'un de l'autre. Et autant un peuple se débrouille très bien dans les rues, autant une armée est beaucoup plus utile pour coordonner une campagne. Franco par exemple décide d'avant tout solidifier les positions nationalistes. En effet, il est pas con, parce que cela va lui permettre de préparer méthodiquement la destruction de la République. Après le parti du Maroc, il remonte vers le nord pour massacrer toute résistance et s'attaquer au nord de l'Espagne. Mais il va commettre la pire erreur stratégique de la guerre devant Madrid. Et honnêtement, j'ai toujours pas compris pourquoi il a fait ça. D'accord, la capitale est devant nous. La résistance de la République n'est presque plus. Nous pouvons enfin attaquer. Devons-nous vous le faire? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nous allons donc conquérir ce gracieux pays
et mettre fin à la résistance et les mettre à genoux devant nous. Franco, il y a des soucis à Tolède. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Les potes avant tout. Direction Tolède. Toledo. Et du coup, Madrid peut bien préparer sa défense, et quand les nationalistes reviennent pour prendre la capitale, ben, ils passent pas. Ces combats seront d'ailleurs les plus violents du conflit, hein. Les défenseurs, avec leur slogan No Pasalan, montrent bien que des communistes que t'as envie de dégager d'une ville, accroche-toi, parce que franchement, ils sont motivés. Mais du coup, comme la situation est bloquée, il faut chercher du soutien. Les Italiens. Vous voulez pas venir avec nous, niquer la République en place et mettre un gouvernement fasciste? Vous avez beau être fasciste. Je n'apprécie mais alors vraiment pas votre côté catho. Alors je dis oui. Il faut bien qu'on aille niquer des mères et montrer qu'on est les meilleurs, franchement. Ah, les Allemands, bouffons de saucisses. Vous voulez pas nous rejoindre dans notre révolution? Je sais pas. Mein Führer, on a des tanks et des avions qu'on aimerait bien tester avec les copains et puis bon, Mussolini il est bien gentil mais faut bien montrer qu'à la plus grosse. D'accord, j'accepte de vous aider. Bon, au moins les républicains vont pas avoir de mal à convaincre les autres démocraties du continent. Les super-héros français anglais en action dans 3, 2, Oh, Léon Blum, vous devez nous aider. Les fascistes sont en train d'attaquer le pays. Venez nous aider, vous avez la meilleure armée du monde, vous les Français. Avec vous, on vous écrase là la révolte. Ça me tente bien. Allons sauver la République. Allez les gars, on va en Espagne là, sauver les petits Quoi? Alors, t'es gentil, mais alors déjà, le Royaume-Uni veut pas, et nous la droite, on n'est pas trop chaud pour aller aider des communistes s'installer dans le pays. Ok, je vais demander au président Albert Lebrun. Et il est pas d'accord non plus. Alors, ils ont dit quoi? Bon, du coup, pour les républicains, il reste qui? le seul, le grand, l'unique. Vous savez, un super léger dans votre pays. Et oh, il fait très beau aujourd'hui. Venons-en au fait. On peut avoir de votre aide? S'il vous plaît. Bon, nous allons faire un effort. Du coup, alors que les nationalistes profitent de l'aide de la Légion Condor, de soldats allemands, italiens, les républicains ont droit à quoi? À des armes bien pourries datant la plupart du temps de la Première Guerre mondiale, mais vous en faites pas. Staline est un type prévenant et mettra en sécurité l'or espagnol en URSS, qu'ils gardent encore aujourd'hui dans leur coffre. On sait jamais. Quelqu'un pourrait le voler. C'est trop bien. Il est trop gentil, Staline. Mais les républicains peuvent compter sur les brigades internationales, c'est des volontaires venus de tous les pays du monde qui sont venus faire front contre les nationalistes. Sauf que des volontaires qui ont des armes pourries et qui restent pas toute la durée du conflit, c'est quand même beaucoup moins efficace que des chasseurs allemands et des soldats italiens entraînés et performants. J'en reviens à dire que les soldats italiens ils sont performants quoi. Et en octobre 1937, la côte nord est définitivement sous contrôle des nationalistes. Du coup, ça pue vraiment sévère pour les républicains, même si Madrid a été sauvé. Bilbao est perdu le 19 juin 1937. Le fameux bombardement de Guernica, qui a fait 1500 morts civils, a lui eu lieu le 26 avril 1937, mettant fin à un des derniers foyers de résistance dans le nord de l'Espagne. C'est la Légion Condor, donc des bombardiers allemands qui auront accompli ce massacre. Un bel avertissement pour les capitales européennes dans les prochaines années. Hashtag Varsovie. Ouais bon ça va, on a compris hein. Et le 3 juin, Mola meurt dans un accident d'avion. Du coup, Franco, qui avait déjà été désigné généralissime, n'a plus de concurrent. Pas mal pour un type qui aura toujours hésité à suivre ses potes lorsque le complot prenait forme. Notre dictateur, c'est pas trop compliqué en fait. Comme être président, t'as juste à être tranquille pépère avec les sondeurs, les médias, les... Bref, Franco va désormais mener ceux que l'on surnomme désormais les franquistes vers la victoire. La bataille de l'Èbre en 1938 va définitivement mettre fin aux espoirs républicains. Après cette défaite, la résistance est à nouveau coupée en deux, et la Catalogne est désormais livrée à elle-même. Barcelone tombe après les violents bombardements italiens le 26 janvier 1939. Et enfin, après plusieurs années de bombardements, de guerres, de batailles incessantes, Madrid est prise le 26 mars 1939, mettant fin au conflit espagnol 6 jours plus tard, le 1er avril 1939. Cette année ne sera pas une blague en tout cas, car tout pile 5 mois après la fin de ce conflit, un nouveau va démarrer, la Seconde Guerre mondiale, mettant l'Europe puis le monde entier à feu et à sang. Et d'ailleurs, vous pourrez suivre cette guerre sur l'émission Chronique de guerre sur notre chaîne YouTube. Dans la promotion
Félicitations, je suis fière de vous les gars. Ce conflit aura provoqué la mort de 400 000 personnes, que ce soit des militaires, des massacres dans les zones républicaines, les zones nationalistes, les bombardements, à rajouter à cela les nombreuses répressions du gouvernement de Franco qui deviendra dictateur jusqu'à sa mort en 1975. Et cette situation est bien résumée par cette citation. La tragédie espagnole est un charnier. Toutes les erreurs dont l'Europe achève de mourir et qu'elle essaie de dégorger dans d'effroyables convulsions viennent y pourrir ensemble. Un tel cloaque, image de ce que sera le monde de demain. L'Espagne est l'exemple parfait du manque de volonté des démocraties de s'unir contre les nationalismes italiens, espagnols et allemands, et d'une URSS encore beaucoup trop éloignée et beaucoup trop faible pour peser dans la balance, et qui en plus était sous le coup du pacte germano-soviétique. D'ailleurs, rien que pour vous, petite anecdote très intéressante qui aura beaucoup de conséquences sur la Seconde Guerre mondiale. Même s'ils n'ont pas vraiment agi, comme vous devez vous en douter, les Français ont senti le problème venir. Celui d'une dictature qu'ils n'avaient pas vu venir et qui n'est pas derrière la sacro-sainte ligne Maginot. Du coup, dès le 25 février 1939, les accords de Bérard-Jordana sont signés, en échange de la reconnaissance française, première nation militaire mondiale. Franco s'engage à ne jamais sortir de sa neutralité vis-à-vis de la France, ce qui explique que ce pays soit tout le temps resté neutre durant la Seconde Guerre mondiale. Donc en plus de symboliser parfaitement l'aspect idéologique, économique, politique, militaire, stratégique de la Seconde Guerre mondiale, cette guerre va précipiter les choses, puisque l'Allemagne nazie, qui ressort confiante devant la passivité de la France et de la Grande-Bretagne, va attaquer la Pologne le 1er septembre 1939. N'empêche, faut voir comment le truc a commencé. Deux camps politiques opposés, appelant chacun à lutter l'un contre l'autre, qu'ils considéraient comme le dangereux révolutionnaire, une abstention mais démentielle dans les élections et des complots politiques de partout. Et aussi un président qui se dit qu'il va tout faire bien pour contenter tout le monde et au final ne contenter personne. Mais quelle bande d'idiots ces Espagnols! Comme si on pouvait revivre la même situation aujourd'hui! Histoire par passion. YouTube pour métier. À bientôt pour de prochaines. Chronique historique. L'abonnement, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est d'appuyer sur un bouton mais t'as pas le choix. L'abonnement, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que tu n'as pas laissé de trou.